Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. J'espère que vous passez une bonne rentrée. Aujourd'hui, on a un expert, Rémi Forja, associé au sein de RSM US, responsable du French Desk, avec plus de 25 années d'expérience aux États-Unis, à accompagner des groupes français dans leur développement en Amérique du Nord. Vous avez peut-être deviné, on va parler de comment réussir son acquisition aux États-Unis. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en direct. On est en direct à la fois sur Zoom et sur LinkedIn. Bien sûr, vous le savez, les replays sont toujours disponibles sur frenchmorning.com et sur nos comptes Facebook et YouTube. Rémi, bonjour. Je vais te laisser la parole et je vais te laisser aussi partager ton écran parce que tu as pas mal d'informations à nous partager aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer. Est-ce que ça C'est marche? parfait. J'espère que ça marche. Bonjour tout le monde et merci de prendre le temps, fin de journée pour ceux qui sont en France et début d'après-midi pour ceux qui sont aux États-Unis, pour écouter cette présentation qui, j'espère, sera informative et également génératrice de questions et d'interrogations pour vos projets en cours ou à venir. Le sujet de réussir son acquisition aux États-Unis est vaste, ne serait-ce que parce que une acquisition aux États-Unis, c'est déjà compliqué et c'est complexe. Donc, en 40 minutes ou à peu près, je ne vais pas couvrir tout, mais j'espère pouvoir euh, euh, au moins lancer des sujets de réflexion qui vont pouvoir vous accompagner et vous assister dans vos projets. En, Si vous avez des questions, je pense que le plus simple, c'est de garder, on a quelques minutes à la fin de la présentation pour parler pour les questions. Je crois que c'est comme ça que c'est organisé, Romain. Oui, on prend toujours les questions à la fin, c'est plus simple. Donc, euh, pardon. Euh, donc, qui suis-je? Rémi Forjas, donc aux États-Unis depuis près de 27 ans. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis, en France, pardon. Je suis associé au sein du cabinet RSM, chez RSM depuis 12 ans, à New York donc. Et j'ai un parcours classique d'auditeur et d'avoir assisté des sociétés dans tout ce qui est acquisition et cession. Depuis le début de ma carrière, je suis passionné par l'international, donc entre la France et les États-Unis depuis 27 ans, mais même quand j'étais en France, j'ai travaillé beaucoup en Europe centrale et en Afrique de l'Ouest. En dehors de l'audit et d'assister des sociétés, je suis passionné par tout ce qui est histoire et voyage. Un voyage là en photo que j'ai fait et mon soutien au projet de l'Hermione en 2015 lorsque la frégate est venue aux États-Unis. Donc, en RSM, en quelques chiffres, qui nous sommes un cabinet d'audit. Peut-être vous nous connaissez. On est assez similaire aux grands autres noms de la place que vous connaissez. Au niveau mondial, on est le sixième. Aux États-Unis, on est le cinquième, avec un centre, pardon, avec un positionnement plus particulier vers les ETI et notamment d'origine étrangère. Aux États-Unis, on est à peu près 17 000 personnes dans un peu plus de 80 bureaux. Et en France, RSM, c'est 1 500 personnes sur plusieurs bureaux. Euh, donc, je pense qu'on peut passer. Donc, pourquoi des sociétés aux États-Unis? Donc, c'est pas nouveau. C'est quelque chose que je vois depuis quasiment depuis que je suis aux États-Unis. Les États-Unis attirent les investissements étrangers. On pourrait dire que c'est quasiment un aimant aux investissements étrangers. Ça s'est accéléré depuis que la Chine est moins intéressante pour différentes raisons. Les classements internationaux montrent que ça fait 12 ans que les États-Unis sont premier lieu d'atterrissage pour les investissements d'origine étrangère. Et si on peut regarder quelques facteurs d'explication, je ne vais pas les couvrir tous, mais c'est ce qui ressort, en particulier pour des sociétés d'origine française, le prix de l'énergie, c'est clairement un facteur différenciant. On parle d'écart de 30 à 40% pour certaines industries. Donc c'est clair.
c'est clairement discriminant quand on fait quand on décide à des investissements lourds. Également, la taille du marché, pas une surprise. Taille du marché qui est similaire à la taille de l'Europe. Néanmoins, c'est un marché unique, concurrentiel mais unique, beaucoup plus organisé et coordonné que le marché européen peut l'être. Également, pourquoi, depuis, vous avez certainement dû le voir, depuis plusieurs années, les États-Unis font un effort de réindustrialisation, ce qu'on appelle le friendshoring, c'est-à-dire de rapatrier autant que possible des investissements qui étaient faits hors des États-Unis, maintenant de plus en plus vers les États-Unis, mais au-delà des États-Unis, c'est Canada et Mexique en particulier, avec une réserve de main-d'œuvre. Et enfin, et même si c'est lié, la politique économique et fiscale américaine est très incitative. Vous avez dû entendre du Chips Act sur tout ce qui est microprocesseurs. Vous avez pu entendre IRA sur tout ce qui est investissement ou pour tout ce qui est lié pour réduire les effets de l'inflation il y a quelques années, ou également les projets d'infrastructure lancés par le gouvernement Biden. Ce qu'on peut noter, c'est souvent une question qui est posée, c'est est-ce que les élections ont un impact sur ces flux? En fait, pas vraiment quand ça concerne les investissements d'origine étrangère, plus quand ça concerne les investissements domestiques américains. Mais globalement, les gouvernements sur les années ont des politiques économiques sur ces aspects-là assez similaires. Donc, il n'y a pas de grosse différence et les investissements continuent à arriver. Euh, euh, Quand on parle d'acquisition, alors pourquoi parler d'acquisition, réussir son acquisition aux États-Unis? En surface, une acquisition, qu'elle soit aux États-Unis ou en France, c'est à peu près la même chose. C'est un process qui est à peu près le même. Il faut une stratégie, il faut identifier une cible, décider de l'acquérir, rentrer en discussion avec les dirigeants et les actionnaires, négocier, faire une analyse approfondie de la cible sur les aspects de ce qu'on appelle l'idulgence de façon générale, et, et ensuite gérer l'intégration de la nouvelle filiale. Jusque-là, c'est assez similaire de ce qu'on peut voir en France ou ailleurs. La grosse différence tient en un mot que j'appellerais, et le mot, c'est le mot distance. Il y a une distance physique évidente entre la France et les États-Unis. Il y a une distance géographique. Les États-Unis sont grands, très grands même. Il y a des différences, et on en verra un petit peu des différences culturelles, une distance culturelle entre la France et les États-Unis qu'il ne faut pas ignorer et qui ont des impacts assez importants dans la manière de gérer la relation et, euh, et les négociations. Et également des différences réglementaires, législatives, juridiques et fiscales et autres, en fait, que je vais appeler pour souci simplicité, différences juridiques. Euh, donc, pour gérer cette distance, il faut accepter, un, qu'elle existe, et deux, mettre en place une équipe dédiée qui sera un mix de ressources internes et externes. Euh, Gérer le multiculturel, j'ai évoqué la distance culturelle. Je pense que tout le monde dès qu'on regarde une série télé américaine, on voit qu'il y a effectivement une cuisine américaine ne ressemble pas à une cuisine française. Les voitures, même si tendance à se ressembler, sont quand même différentes. Au-delà de ces anecdotes, il y a, et vous connaissez peut-être ce livre qui est écrit par Erin Meyer, qui est une personne qui a vécu entre la France et les États-Unis, qui s'appelle Cultural Map, et qui a écrit ce livre qui fait une analyse des différences culturelles qu'elle a pu identifier dans différents contextes, enfin essentiellement business, et différents pays. Et elle a essayé de faire une cartographie de ces différences et de voir comment on peut utiliser ces différences pour en faire
un avantage comparatif lorsque on échange dans ces cadres-là. Euh, Par exemple, et je vais pas les descendre. Donc là, ce que je vous présente là, c'est la cartographie qu'elle a faite pour la relation entre la France et les États-Unis. On voit des différences, enfin, il y a des points communs, par exemple, la manière de décider qui est assez proche culturellement entre ce que fait un Français et un Américain. Il y a des grosses différences, notamment dans ce qui est tout en bas, ce qu'on appelle persuading. Alors, comment on traduit ça pour prendre le concret dans le cadre d'une acquisition et là où ça peut aider? Vous connaissez tous la phase initiale d'une acquisition dans la négociation, c'est la lettre d'intention, en américain LOI, Letter of Intent. Et j'ai noté au fil des années une très grande différence entre la manière dont un Français aborde la LOI par rapport à un Américain. Pour les Français en général, même si c'est peut-être plus vrai dans le passé qu'aujourd'hui, mais la LOI est considérée comme, une fois qu'elle est signée, c'est comme si le deal était fini, les principes ont été mis sur le papier, on sait ce qu'on va acheter. Il y a un gentleman agreement entre les deux parties. Maintenant, il faut laisser les techniciens rentrer. Ils vont écrire les contrats et on va signer le contrat. Pour un Américain, c'est tout à fait le contraire. La LOI, c'est le point d'entrée de la négociation. Donc, effectivement, on s'est mis d'accord sur des grandes lignes qui permettent de dire, ben, OK, euh, on est d'accord sur le principe, donc on a envie de travailler ensemble. Mais à partir de là, pour travailler ensemble, bah, il faut maintenant rentrer dans la négociation parce qu'entre travailler ensemble et signer un deal, il y a quand même quelques étapes. Et j'ai vu des deals capoter à cause de ça. Encore une fois, c'est moins vrai aujourd'hui parce que les gens sont plus expérimentés, mais ça demeure vrai. Également, un autre élément que je vois assez souvent et qui est assez important, c'est la gestion des accords. On peut avoir une vision en France du fait que les Américains aiment bien rentrer dedans et peuvent être très bully, pour reprendre un terme bien américain. Euh, En réalité, les Américains sont beaucoup plus policés dans une certaine manière que nous, Français, et n'aiment pas mettre forcément les sujets sur la table. Quand on est en train de négocier quelque chose et qu'une partie met les sujets sur la table de façon très frontale et que l'autre partie a tendance à les mettre enfouis dans pas mal de vocabulaire, on peut arriver un, à une incompréhension, deux, à une certaine gêne qui peut conduire effectivement à une perte de confiance dans la gestion de l'opération, voire mettre en péril la transaction. Donc tous ces éléments culturels sont à prendre en compte parce qu'ils ne vont pas disparaître. C'est pas quelque chose qui s'apprend, enfin on peut y faire attention, mais ça ne s'apprend pas et ils surgissent. Donc c'est pour ça qu'attendre de ces conseils, il est à mon sens, important d'utiliser des conseils qui connaissent les deux environnements, des gens qui ont travaillé à minima dans différents environnements culturels, mais de préférence entre la France et les États-Unis. Euh, on va utiliser ces conseils pour éclairer à la prise de décision, donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a à voir, et également profiter de leur connaissance des deux environnements pour poser les bonnes questions et pour pouvoir suggérer des montages ou des structures qui sont pertinentes à la fois aux États-Unis et en France. Pour petit illustratif, euh, aux États-Unis, ce qui, à mon sens, n'est pas possible en France, on peut dissocier la structure fiscale de la structure juridique d'une opération. Par exemple, on peut avoir un achat de titre juridique et en fiscal, on peut traiter cette opération comme un achat d'actifs. Il y a des conséquences, il y a des avantages et des inconvénients en ce schéma, mais ignorer que ça soit possible de le faire peut conduire effectivement à une opération qui est pas optimisée par rapport à ce qu'on pourrait faire, tant au niveau enfin, tant pour l'acheteur que pour le vendeur.
et, et donc ne pas pouvoir bénéficier de la meilleure valeur ou de la valorisation de la société. Euh, Qu'est-ce que... Et évidemment, ça, je serais dans un élément domestique, donc purement US, mais dès lors qu'on rajoute les considérations, notamment fiscales, internationales, de prix de transfert et autres, on a encore des complexités autres. Donc, il est important de travailler avec des gens qui connaissent les deux environnements. Sur Si je vais pour le reste de la présentation, je vais pas couvrir tous les sujets qui sont là. Certains sont plus traditionnels, tout ce qui est l'analyse de la performance financière, même s'il y aurait beaucoup à dire. Le juridique, c'est pas mon secteur, je suis pas avocat. Également, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets, notamment le traitement de la propriété intellectuelle et ce qu'il faut faire pour être sûr d'être protégé et de savoir ce qu'on achète. Je vais me focaliser sur trois aspects. Euh, un, sur ce qui est un peu la structuration fiscale des opérations, ce qu'il est possible de faire à titre illustratif. Deux, sur ce qui est les systèmes d'information et tout ce qui est protection des données et pour gérer les deux environnements franco-américains. Et trois, qui est un sujet relativement nouveau, mais qui également illustre bien la complexité de travailler dans un environnement multinational, le RSE, ou aux États-Unis, ESG. Donc le fiscal, il faut aller au-delà des simples due diligence, c'est-à-dire identifier les risques fiscaux que peut avoir la société, euh, les quantifier et voir comment on les traite au travers du contrat, soit par réduction du prix, soit par indemnification, soit par système de garantie de passif, et tel qu'il est possible de le faire aux États-Unis. Euh, Au-delà, et j'en ai touché quelques mots, ce qui est la structuration fiscale d'un deal ou d'une transaction, comment on peut comment on peut optimiser la structure fiscale tant pour l'acquéreur que pour le vendeur. Parce que si on peut permettre des économies d'impôts des deux côtés, tout au moins de réduire l'impôt de l'un et de l'autre, il y a des chances que la valorisation du deal soit meilleure. Et pour illustrer ces possibilités ou liées au financement et la fiscalité, en fait, qui vont de pair, euh, si la fiscalité, enfin pardon, si votre acquisition se fait par endettement, il est toujours intéressant de savoir où positionner l'endettement. Il peut être plus intéressant d'effectivement d'emprunter en France parce qu'en généralement les taux sont un peu inférieurs en France qu'aux États-Unis. En revanche, il faut trouver un moyen de remonter le cash de la nouvelle filiale, enfin de ce qui sera la nouvelle filiale, vers la maison mère pour rembourser cet endettement. Dans ce cas, est-ce que ça se fait par capitalisation importante? Est-ce que ça se fait par dette? Ou est-ce qu'il faut mieux avoir un endettement pris en local aux États-Unis? Il y a des conséquences juridiques, il y a des conséquences fiscales, parce que les règles américaines permettent, dans une certaine mesure, la déduction des intérêts, mais il y a des contraintes sur le fait est-ce que les intérêts ont été payés et le ratio entre endettement et capitaux propres. En France, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et quel est l'intérêt à appliquer? Donc, il y a des schémas qui permettent d'optimiser ces, euh, ces mécanismes. Encore une fois, les règles qui s'appliquent en France de déductibilité des intérêts ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Et, et donc, faire une analyse uniquement dans un cadre peut conduire effectivement à une moins bonne situation. J'ai mentionné la possibilité fiscale de faire des achats d'actifs, fiscalement achat d'actifs par rapport à un achat de titre. L'avantage également de fiscalement de structurer
d'un achat d'actifs, c'est qu'en général, un achat d'actifs au sens fiscal du terme aux États-Unis euh, coupe la responsabilité ou le risque sur la fiscalité passée. Donc, c'est-à-dire que si le vendeur a pris des risques fiscaux sur sa déclaration fiscale l'année précédente au travers d'un achat d'actifs, les risques ne sont pas transmis ou ne sont pas poussés vers l'acheteur. Sauf dans un cas, c'est tout ce qui est sales tax. La sales tax n'étant évidemment pas la TVA, ça ne se traduit pas pareil et ce n'est pas les mêmes concepts. Mais aux États-Unis, la sales tax ne peut pas être, on peut pas se sortir de la société de sales tax au travers d'un achat d'actifs parce que ça est lié aux opérations. Donc, quand vous achetez des opérations, vous achetez le passif qui peut exister sur la sales tax. Et donc là, ça a un impact direct sur les due diligence, surtout que les complexités des sales tax, notamment pour les sociétés qui font pas mal de commerce en ligne, sont telles que que les analyses à faire pour identifier les risques, et les quantifier et s'en protéger sont beaucoup plus importants aujourd'hui que ça l'était il y a 10-15 ans. Euh, Est-ce que... Non. Donc, j'ai évoqué, ou je vais évoquer là pendant quelques minutes, tout ce qui est système d'information et cyber et donc protection des données. Là également, au-delà des due diligence classiques de savoir quels sont les outils informatiques que possède la société, est-ce qu'il y a des IMO, est-ce qu'il y a des investissements importants qui seront à faire, il faut également se mettre dans une perspective, est-ce que les systèmes vont pouvoir se parler une fois que l'acquisition est faite? Euh, les systèmes, vous pouvez avoir des systèmes en France qui sont très bien adaptés à votre marché, très bien adaptés à l'Europe, mais qui ne sont pas forcément vendus ou commercialisés aux États-Unis. Donc, et vice-versa pour les applications utilisées par la société cible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de compatibilité, d'interfaçage et quels sont les coûts à anticiper derrière? Euh, Là, je travaille en ce moment sur un projet où le système informatique qu'ils ont est un système qui a été développé au début des années 80. Donc évidemment, il y a un certain coût pour la société à mettre d'aplomb et post-acquisition ce système. Euh, Évidemment, le vendeur considère que ce n'est pas des acquisitions obligatoires, enfin des coûts d'investissement importants. Mon client, l'acheteur, a effectivement une vision un peu différente sur l'importance de l'effort d'investissement qui sera à faire très rapidement. C'est sur au-delà des systèmes, des applications, il y a également, et encore, et ça dépend, j'imagine, enfin ça dépend beaucoup du degré d'intégration des opérations futures ou pas, et notamment de commercialisation, mais il y a les questions de CRM, est-ce que les systèmes peuvent se partager? Et au-delà de l'aspect purement technique, technologique, il y a l'aspect des règlements, et c'est tout ce qui est la protection des données. En France, il y a tout ce qui est RGPD et protection, et en Europe, protection des données. Aux États-Unis, la vision du marché est un peu différente. Effectivement, le citoyen lambda américain a une perception un peu différente de ce que nous, on a en Europe, de ce qui est la protection des données, ce que ça devrait être. En revanche, il y a des lois qui existent au niveau fédéral et au niveau des États, en particulier la Californie. Et pour ceux qui n'auraient pas encore perçu ça aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays fédéral, 50 États, dont la Californie. Plus exactement, je dirais que c'est la Californie, la côte nord-est des États-Unis et le reste du pays. Et ça se voit sur beaucoup d'aspects législatifs, tant dans le domaine juridique, fiscal, que également sur ces systèmes de protection des données. Si la cible, si la société que vous regardez est en Californie ou a des opérations en Californie, la protection des données est importante et très différente de ce qu'on connaît en Europe, très différente de ce qui existe dans le reste des États-Unis. Et ça veut dire quoi? C'est que si vous faites des ventes
vous avez des ventes en ligne. Où est-ce que vous allez avoir vos serveurs? Est-ce que vos serveurs, vous les laissez en Europe? Est-ce que vous les avez est-ce que vous êtes aux États-Unis? Ça veut dire quoi en termes de mise aux normes et en conformité de ces de différentes législations? Donc tout ça, c'est des questions qui vont bien au-delà de l'acquisition pure et dure en tant que de l'acquisition pure, est-ce qu'il faut acheter cette société ou pas? En revanche, c'est critique pour la manière dont vous allez gérer votre business demain ou post-acquisition. Euh, enfin, et pour ce dernier sujet, qui est un sujet relativement nouveau, mais qu'on voit monter de plus en plus, c'est tout ce qui est RSE, donc le sociétal et l'environnemental. Donc, il y a des lois en Europe assez développées. Il y a des effets de seuil. Aux États-Unis, on en parle de plus en plus pour différentes raisons. Un, parce que beaucoup de sociétés américaines vendent en Europe et donc n'ont pas envie d'être laissées derrière. Et donc, ils impliquent également le marché américain est de plus en plus sensible à ces aspects. Il faut toujours séparer ce qu'on voit dans ce qui est au niveau gouvernement et législateur de ce qui peut être le marché, tant au niveau des fournisseurs que des clients, oui, des clients. Et également, la législation est une législation aux États-Unis qui est en forte évolution et rapide. Là, j'ai mentionné quelques réglementations qui s'appliquent ou qui vont s'appliquer en 2025. Il y en a déjà en Californie d'importantes. Il y a tout ce qui est donc le sociétal, il y a tout ce qui est l'environnement. Et, et donc comprendre, savoir que des choses existent et deux, qu'elles sont différentes de la France, sont importants à intégrer parce que ça peut avoir des coûts cachés pour vous une fois que l'acquisition sera complète, même si la société aujourd'hui est parfaitement conforme aux lois en vigueur dans sa juridiction. Je, je pense que j'ai à peu près couvert, c'est peut-être un peu plus rapide que ce que je pensais, mais je vais ouvrir aux questions s'il y a des questions. Parfait. Merci Rémi, c'est très clair. Euh, Par hasard, est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? Par email ou Oui, le mieux c'est par email. oui, bah, par email, euh, là, il y a mon email. Ok, parfait. Voilà, numéro de téléphone et email qui s'affiche tout de suite à l'écran. Alors, c'est le moment des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est maintenant. On a une petite 10-15 minutes pour répondre au maximum de questions. Alors, moi, j'ai vu une question sur LinkedIn. Voilà. Comment évaluer l'impact d'une acquisition sur la notation crédit de l'entreprise acquéreur? Ça dépend de la taille de la cible. Généralement, faut se mettre dans des schémas post-acquisition, de regarder en, une fois qu'on consolide le bilan de la société acquise, et donc une fois qu'on a fait l'allocation du prix d'achat, donc incluant le goodwill et autres incorporels, comment la situation consolidée du groupe change, comment les capitaux propres évoluent, également lié à l'endettement. Il peut y avoir et et points que j'ai pas mentionnés mais qui sont liés effectivement aux aspects plutôt si je vais revenir sur ce que j'avais mentionné là sur tout ce qui est la performance financière. Effectivement, aux États-Unis, vous allez avoir une société qui sera de façon usuelle établira des comptes en normes US GAAP, pas toujours audités, mais ça c'est un autre sujet, mais qui seront généralement de façon US GAAP. Vous, en France, bah, selon la taille de société, enfin selon la taille du groupe et ou sa nature, soit vous êtes en normes françaises comptables, normes comptables françaises, soit en IFRS. Donc il est également important au moment de l'acquisition
ou dans le cadre des diligences, ou juste après en tout cas, de voir en quoi l'IBIDA, IFRS ou norme groupe, norme comptable groupe, est différent de l'IBIDA de la société en norme US GAAP. Pas pour entrer dans les détails, mais une différence très connue, enfin assez classique. Aux États-Unis, les frais de recherche et développement ne se capitalisent pas. Donc, c'est des charges de l'exercice. Donc, rentrent dans l'IBIDA. De façon classique, en IFRS et en norme française, les frais de recherche et développement se capitalisent et donc s'amortissent sur un certain nombre d'années. Donc, évidemment, vous avez de facto et en instant zéro pour ce qui serait avec, des efforts de recherche et développement importants, avoir un EBITDA qui est assez différent en US GAAP ou en norme groupe, alors même que les comptes locaux US GAAP pouvaient être justes. Donc c'est quand l'impact sur la notation dépend de l'impact de l'acquisition sur les capitaux propres du groupe et du bilan du groupe et de sa performance financière. Donc, il faut tenir compte de ces éléments. Merci Rémi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a un auditeur anonyme qui nous demande que conseillez-vous à une entreprise américaine qui chercherait un acquéreur français, un acquéreur stratégique dans une industrie spécifique? Alors peut-être que industrie spécifique, vous voulez dire peut-être dans une certaine niche. Voilà. Euh, bah je, là, c'est pas mon secteur je suis pas banquier d'affaires, donc je pense que c'est la même manière pour trouver une cible en France contre une société américaine. C'est de la même manière que pour une société américaine, enfin, ou une société française qui cherche une cible aux États-Unis ou une cible, c'est travailler son réseau, travailler avec peut-être des conseils pour identifier effectivement des sociétés qui ont un certain profil, qui ont des profils qui correspondent à ce qui est recherché. Il n'y a pas de. Effectivement, si on est aux États-Unis et qu'on reste aux États-Unis, trouver une société qui nous intéresse en France, c'est compliqué. Mais c'est la même chose si vous êtes au Creusot ou à Paris ou à Toulouse, trouver une société aux États-Unis qui sera intéressée ou qui vous intéresse et qui sera intéressée à entrer en négociation avec vous, c'est compliqué si vous n'avez pas de relais local. Donc, je je pense qu'il faut faire la même chose. Parfait. On a une question de Jean-Jacques. Comment votre cabinet peut-il nous aider à identifier les synergies potentielles et à optimiser la valeur de l'opération? Ben, nous, on n'est pas un cabinet en conseil opérationnel, donc en fait, sur les énergies opérationnelles, on fait pas de commercial due diligence, donc on va pas pouvoir, on n'assistera pas là-dessus. En revanche, assister sur tout ce qui est supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, et voir quelles sont les synergies sur les systèmes, comptabilité des systèmes, est-ce qu'il faut mise en place des process qui existent en France à l'intérieur du groupe. J'ai évoqué même si c'est simplement des questions normatives, mais les impacts de changement de normes comptables, en quoi ça joue sur la performance, mettre en place des tableaux de bord, des outils. Donc, dans cette question, il y a différents sujets. Sur les synergies euh, purement opérationnelles liées à la mise en place de CRM, ça peut être, ou de systèmes d'information globaux si nécessaire, ou d'extension de ce qui peut exister en France sur des systèmes pour intégrer la filiale américaine, enfin, le nouvelle filiale américaine dans le système d'information groupe. Il y a des choses comme ça. On peut accompagner sur ces sujets-là. Parfait. On a David qui nous dit, désolé, je suis arrivé avec un peu de retard. Quelles sont les différentes étapes de l'audit et à quoi servent-elles?
De l'audit, j'imagine, on parle plutôt de tout ce qui est due diligence, donc je vais revenir sur ces. Donc, bah, au moment où vous avez identifié une cible potentielle, généralement, le premier travail, qui est un travail un peu de surface pour savoir si au niveau de la société vous êtes intéressé réellement, c'est déjà de rencontrer les dirigeants, voir s'il y a un minima, un intérêt, enfin une proximité humaine pour travailler ensemble. Ensuite, comprendre ce que fait la société. Généralement, les sociétés qui sont sur le marché en vente ou qui seraient susceptibles ont ce qu'ils appellent Information Memorandum. Donc, c'est qui permettent de permettre de comprendre au moins ce que fait la société et quelle est sa performance. Après, dans le cadre, une fois que vous avancez, et généralement c'est là où nous intervenons le plus, une fois que la lettre d'intention est signée, la LOI, c'est là où on fait des due diligence financières étendues pour comprendre effectivement ce qu'il y a derrière les chiffres. Euh, et quelle est la valeur, quel est le vrai EBITDA? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments non récurrents dans la performance, en positif ou en négatif? Est-ce que l'EBITDA présenté est un EBITDA modifié ou est-ce que c'est vraiment celui des chiffres? Donc ça, c'est sur ça. Identifier également au travers de ce qu'on voit dans le finance, s'il y a des raisons d'ajustement de prix, par exemple des risques environnementaux. Si la société que vous regardez est une usine et il peut y avoir des sujets de remise en état des sols. Donc là également, c'est comment vous traitez ça. Donc ça, après, c'est avec les juristes, comment on intègre ça dans le contrat. Ça, c'est l'aspect financier, les due diligence, j'ai mentionné, enfin, je rentre un petit peu dans le détail sur tout ce qui est système d'information, mais comprendre quel est l'état du système d'information actuel. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a des investissements qui ont été décalés dans le temps? Si la société utilise, j'ai mentionné avant, à titre d'illustration, si la société utilise des systèmes qui datent des années 80, il y a des chances qu'il y aura un effort assez important euh, et urgent de mise à niveau des systèmes. Euh, il y a également tout ce qui est ressources humaines, comprendre comprendre avec qui vous travaillez. Est-ce que je ne parle pas là d'un aspect, est-ce qu'il faut réduire les effectifs ou autre, c'est pas ce point, c'est bien comprendre est-ce que la société est structurée et est-ce que les gens ont le profil nécessaire pour faire ce que vous souhaitez. Il y a également quelque chose que ça peut être un bon moment pour regarder s'il y a des subventions qui existent. Contrairement à l'image un peu d'Épinal, les États-Unis, il y a quand même beaucoup d'aides et de subventions et de systèmes d'aide et de subventions qui existent. Pas tant que ça au niveau fédéral, ça dépend du secteur, mais beaucoup au niveau local. Donc ça peut être au niveau des États, au niveau des comtés, au niveau des villes. Donc c'est quelque chose à explorer en fonction de votre projet. Et les due diligence, effectivement, ensuite, il y a les avocats, généralement, regardent sur est-ce que les contrats existent, est-ce que les contrats sont transférables, qui possède la propriété intellectuelle. C'est toujours important de savoir si, en fonction des secteurs, si la société, effectivement, possède, où est-ce que sont les marques, les traits de marque et tout ce qui est ces choses-là. C'est également ce qu'on voit beaucoup notamment dans les nouvelles technologies, c'est et notamment récemment sur tout ce qui est intelligence artificielle, est-ce que la société dispose d'une vraie technologie et d'un vrai savoir-faire ou est-ce qu'elle s'appuie sur l'utilisation de licences et donc effectivement, il n'y a rien de mal ou de bien à ça, mais ça change la valeur, ça change la valeur de la société. Et j'ai mentionné rapidement le fiscal. Donc c'est de façon historique, les due diligence étaient essentiellement financières, c'est ce qui a été le plus structuré. Le fiscal, c'est de plus en plus, on voit notamment sur des deals internationaux, et avant c'était plutôt sur des très gros deals, de plus en plus c'est sur des deals de taille moyenne, voire petite, sur tous ces aspects, système d'information, tout ce qui est ressources humaines et d'autres éléments comme ça.
Parfait. Euh, Tu avais répondu en entier, c'est bon? Je pense, oui. Ok, parfait. On avait une question. Alors, je la retrouve. Ah oui. Quelles sont les principales erreurs que vous voyez venant des entreprises françaises lors de leur développement aux États-Unis? C'est c'est là. On fait pas suffisamment attention. Alors c'est bijectif, c'est pas uniquement les sociétés françaises qui font pas attention, c'est à la fin, c'est des relations humaines et, et la distance physique plus la distance culturelle euh, inclut des incompréhensions qui peuvent être euh, assez importantes. Notamment que donc c'est un groupe c'est un ensemble d'anecdotes à chaque fois, mais le fait de mal communiquer ou de pas se comprendre ou de perdre confiance dans la parole de l'autre conduit effectivement à, à- à des conséquences qui sont négatives sur la gestion au quotidien des affaires et donc euh, à des et donc effectivement avoir fait une acquisition qui est moins performante que ce qu'elle aurait pu être. Également, les Américains ne travaillent pas comme les Français. On peut aimer, on ne peut pas aimer, mais l'organisation du travail est différente. Ce qu'on peut demander à un Américain est différent de ce qu'on peut demander à un Français. L'ignorer et vouloir communiquer avec un Américain comme on communique avec un Français et demander à un Américain la manière dont on demande à un Français, il y a des chances qu'on échoue. On ne le verra pas qu'en période de croissance et de succès, on commencera à le voir euh, lorsque c'est lorsque c'est un peu plus tendu. Si je veux rentrer un petit peu pour rentrer un peu dans le détail là, sur, euh, sur le high context, communication high context, low context, là, qui est le premier, hein, c'est nous, Français, on est habitués effectivement à donner beaucoup de contexte quand on présente quelque chose. Les Américains sont beaucoup plus directs sur ces sujets-là. Ils sont beaucoup plus directs. Ils n'ont pas besoin de remonter à Platon et à Charlemagne pour savoir pourquoi il faut faire quelque chose. J'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça que nous présentons souvent les choses. On parle plus, nous Français, on est très conceptuels sur ces choses-là et on donne beaucoup de le pourquoi on demande ça. Et, ce qui arrive, c'est quand on fait ça, c'est que surtout par email, c'est que l'email est plus long qu'il devrait. Et donc on perd l'audience et où on risque de noyer le message pour la personne. C'est des choses que je vois assez fréquemment. Mais essentiellement, c'est de la communication qui conduit. Enfin, si les produits sont pas bons, les produits sont pas bons. Mais à l'intérieur d'une société, c'est souvent cet aspect-là qui est le plus difficile à gérer. Parfait. On peut peut-être remettre tes contacts. Oui, On a fait le tour des questions. Merci Rémi de t'être venu pour cet exercice. C'était assez clair pour moi, donc je pense que c'était très clair pour l'audience. Et si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser en public, n'hésitez surtout pas à contacter Rémi. Il vous répondra en privé sans souci. Euh, Merci encore Rémi. J'espère qu'on pourra te retrouver dans un prochain webinaire de French Morning, peut-être sur d'autres sujets. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire. il y a plein de Euh, choses à dire. Encore merci de voilà. cette opportunité. Enfin, c'était très agréable. J'espère que ça l'était aussi Ouais, pour vous. ouais. Et à très bientôt. Ouais, à bientôt sur French Morning. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Au revoir.